Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fondateur et le directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. On vous a souvent enregistré, on vous a souvent interviewé pour Regard. On vous connaît bien, l'actualité est dense, mais on avait envie de revenir avec vous sur plusieurs sujets d'actualité qui sont brûlants. Mais d'abord, j'ai quand même une première question plus générale sur la période que l'on vit, et même une question qui nous interroge beaucoup au sein de la rédaction de Regard. À l'aune de la crise que l'on vit en ce moment, on s'est aperçu que les grandes puissances du monde, les États, n'avaient pas forcément été à la hauteur, et c'est le moins qu'on puisse dire, de la crise sanitaire. C'est vrai en Europe, mais c'est vrai aussi aux États-Unis ou en Amérique latine. Qu'est-ce qui fait une puissance aujourd'hui ? C'est un ensemble de facteurs. Alors, on distingue traditionnellement la puissance dure et la puissance douce. Puissance dure, c'est l'économie, c'est le pouvoir militaire, tout ce qui est le pouvoir de contraindre. Bon. Et la puissance douce, c'est l'attractivité. C'est l'influence, c'est le prestige. Ça peut passer de philosophes, de footballeurs, d'artistes, de paysages, etc. Et donc en fait la puissance, c'est un peu un ensemble de tout. C'est difficile de la mesurer parce qu'il faut un peu de tout. Si vous avez une forte population mais que votre économie est faible, vous n'êtes pas une puissance, vous êtes au contraire en situation de faiblesse. Si vous avez un tout petit territoire, vous pouvez également être en situation de faiblesse. Mais si vous avez un grand territoire que vous avez du mal à contrôler, c'est un nouveau facteur de faiblesse. Donc il faut un équilibre entre différents critères. On peut dire aujourd'hui, bien sûr, que l'économie, le savoir technologique, la formation sont des atouts indispensables. La possession de matières premières était vue comme extrêmement importante, a été déconsidérée, revient au premier plan aujourd'hui. Bref, c'est un ensemble de mesures, c'est une chaîne de la puissance dont la force tient à ce que tous ces maillons soient à peu près équilibrés et soient forts. S'il y a un maillon faible, vous êtes en danger. On le voit aujourd'hui avec l'essor de la Chine, le Brésil, l'Inde aussi. Quelle place la France, l'Europe même, peuvent-ils avoir dans ce nouvel ordre mondial ? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler d'un nouvel ordre mondial ? Mais que doivent l'Europe et la France dans le contexte que l'on vit ? Exister, définir leurs propres intérêts, ne pas se raccrocher aux intérêts d'autres, c'est être autonome. C'est aussi ça le grand défi pour l'Europe, parce que nous avons une tradition de dépendance à l'égard des États-Unis, du fait de la guerre froide, et que cette tradition a marqué les esprits, et qu'elle les marque encore aujourd'hui. Et donc effectivement, par rapport à la France, vous avez ces deux sentiments un peu contraires, contradictoires. Certains disent que, voilà, on n'a qu'à demander qu'une chose soit faite, elle sera immédiatement, mettons fin à la guerre civile en Syrie, il faut résoudre la crise des Ouïghours tout de suite, et c'est nous qu'allons le faire, etc. Et d'autres, l'autre défaut, c'est bien sûr une impasse que de penser cela, l'autre impasse, c'est de dire on ne pèse plus rien. Donc, on n'est plus une puissance, on l'a été, mais on l'est plus. Généralement, ce discours s'accompagne un discours qui est de renoncement, en fait, s'accompagne de dire, il faut maintenant qu'on mette tous les œufs dans le même panier européen ou tous les œufs dans le même panier de l'OTAN, parce qu'on ne pèse plus suffisamment nous. Voilà. Donc, et par rapport à l'Europe, je dirais que le projet français depuis déjà assez longtemps, mais qui, reconnaissons-le, a du mal à percer, c'est d'avoir une Europe autonome, qui est, pour reprendre la formule mitterrandienne de Védrine, alliée mais non alignée sur les États-Unis. Alors que l'on voit qu'il y a, par peur d'être lâché par le grand protecteur américain, chez beaucoup, le fait de dire on ne peut pas s'opposer aux Américains parce qu'on en a besoin, etc. Et même s'ils nous maltraitent, et en ce moment ils nous maltraitent, on ne peut rien faire. Alors aujourd'hui, un accord entre Israël et les Émirats Arabes Unis doit être signé à Washington. Avant, la Jordanie, l'Égypte avaient déjà noué des accords. Mais qu'est-ce que ces accords préfigurent ? Quelle lecture il faut avoir de ces accords ? Alors, il faut distinguer l'accord entre Israël et l'Égypte parce qu'Israël rendait des territoires à l'Égypte en échange de l'accord. Donc l'Égypte a joué son intérêt national. Remarquez, les Émirats Arabes Unis font la même chose. Ils jouent leur intérêt national. Ils pensent eux qu'ils n'ont pas de contentieux, ils n'ont pas de frontières avec Israël, ils n'ont pas de contentieux. Ils ont un protecteur qui est le même, les États-Unis, et les Émirats savent qu'en se rapprochant d'Israël, ils sont perçus favorablement aux États-Unis parce que c'est la priorité de la diplomatie américaine. Et par ailleurs, ils ont une menace commune qui est l'Iran. Et c'est un peu l'Iran qui a rapproché Israël et aussi l'Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite peut moins afficher son compagnonnage avec Israël pour des raisons internes et internationales, parce qu'elle est la gardienne des lieux saints de l'islam, et que par ailleurs, le roi Abdallah, l'ancien roi Abdallah, avait en 2002 proposé un plan qui n'a jamais été discuté par Israël, qui était on reconnaît Israël et en échange, il y a la création d'État palestinien. En fait, il commence à y avoir la reconnaissance d'Israël, mais il n'y a toujours pas la création de l'État palestinien.
Alors, est-ce que tout ceci est, à mon avis, Bahreïn, il y a d'autres qui vont frapper à la porte. On parle d'Oman, on parle du Soudan, parce que le chantage de Trump, c'est par rapport au Soudan, on vous retire de la liste des États qui ont soutenu le terrorisme, on vous ouvre, on retire les sanctions économiques, mais vous reconnaissez Israël. Et donc, pour le nouveau pouvoir soudanais, c'est un peu compliqué. Alors donc, on peut avoir des accords, et il faut remarquer que dans la population, ceci n'est pas tout à fait bien accepté parce que les diplomaties arabes se fichent en fait du dossier palestinien. C'est vrai que les Palestiniens sont les orphelins de tout cela, mais dans les populations, la cause palestinienne reste très sensible, reste l'un des rares sujets d'unité des populations arabes, Maghreb, Machrek, Golfe réunis. Mais surtout, c'est que, quelque part, c'est comme un effet un petit peu de somnifère, c'est-à-dire que on ne règle pas le problème et on le met un peu dans le formal. Donc Israël a l'impression de triompher, et quelque part c'est un succès pour Netanyahou, il faut bien le reconnaître, c'est aussi un succès pour Trump, il faut le reconnaître, mais la question palestinienne n'est pas réglée. Et donc est-ce qu'à l'avenir, les Palestiniens vont accepter d'être un peuple occupé ? Alors les pays arabes peuvent accepter que les Palestiniens soient un peuple occupé. Mais est-ce que les Palestiniens vont l'accepter? Et est-ce que cette solution, qui est quand même une solution d'injustice, au XXIe siècle, un peuple occupé contre son gré, est-ce que ça peut déboucher sur une situation stable, apaisée? Non. Je pense que, quelque part, on fabrique des catastrophes pour demain. Mais est-ce qu'on peut, compte tenu de ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut supposer que dans le cadre de cet accord, Israël achète un silence de la part des pays, des Émirats arabes unis, sur la question de l'annexion des territoires palestiniens, ou même sur la question de la reconnaissance de l'État palestinien? Alors sur l'annexion, en fait, les Émirats mettent en avant le fait qu'Israël a renoncé à l'annexion, qu'il l'a retardé. Mais c'est quelque chose qu'arrange Netanyahou, parce qu'en fait, s'il avait procédé à l'annexion qui était dans son programme électoral, par rapport aux pays européens, ça a été un peu compliqué, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie, et que ce serait pas la première fois qu'on tendrait des positions. Mais dire que l'on sanctionne la Russie lorsqu'elle annexe la Crimée avec l'accord de la population de Crimée, et qu'on ne sanctionne pas Israël lorsqu'il annexe la Cisjordanie contre l'accord de la population annexée, bon, il y a eu beaucoup de renoncements, mais là, ça serait quand même un petit peu une contradiction très apparente quand même. Et on peut dire en fait que depuis déjà assez longtemps, les différentes diplomaties européennes, arabes, mais aussi chinoises, russes, africaines également, latino-américaines avec Bolsonaro, ne mettent plus la question palestinienne au premier plan. Ça emmerde tout le monde, on considère qu'Israël a gagné la guerre, ça fait des troubles, et donc il y a un abandon de la question palestinienne par les diplomaties. Il y a une nouvelle carte qui se redessine en ce moment au Moyen-Orient. Il y a des nouvelles cartes qui se redessinent très régulièrement, mais là, effectivement, on voit que l'Iran perd des points sur le plan économique, les durs gagnent des points, mais l'Iran perd des points. Les durs ont pris le pouvoir, on l'a vu encore avec l'exécution de ce sportif ce week-end, et en même temps, l'Iran a fédéré tout le monde, ou presque, contre lui dans la région, alors qu'il était en plus grande position de force il y a quelques temps. Et donc Israël, effectivement, a marqué des points, parce qu'il y a cette reconnaissance diplomatique, et que, les Palestiniens ont perdu beaucoup, mais c'est un jeu constant de redéfinition. On peut dire que l'Arabie Saoudite est en difficulté parce que sa politique, je dirais un peu dure avec les voisins par rapport au Liban, par rapport au Qatar, par rapport au Yémen a échoué. Les Émirats arabes unis marquent des points. Ils sont effectivement un pays qui monte en flèche, et l'Égypte est profondément affaiblie par sa situation politique et économique interne. La Turquie de Erdogan joue un rôle aussi de plus en plus important. Oui, du fait, Erdogan veut endosser les habits du leader du monde sunnite, puisqu'il n'y a pas de pays arabe qui joue ce leader, et d'ailleurs, en partie, par rapport à la cause palestinienne, puisqu'il veut incarner cette cause-là, en sachant que ça a un impact très fort dans les opinions, et en même temps, Erdogan est à la tête d'un pays qui est affaibli économiquement, qui est quand même à la fois très habile, parce que tout le monde pense qu'il est indispensable, donc on accepte ses prorogations. De la Russie, il a quand même abattu un avion russe il y a 3 ans, et il y a pourtant des bonnes relations avec la Russie. Il achète des armes russes, et il est toujours respecté comme un membre par les pays de l'OTAN. Mais à force de jouer sur toutes les contradictions, ça risque quand même un petit peu de mal se terminer, mais en tous les cas, il raffermit son pouvoir sur le plan interne. En même temps, il a perdu les élections à Ankara et Istanbul. La répression est quand même
très dur par rapport aux intellectuels, par rapport aux journalistes, et puis voilà, il n'a pas... Moi, je connaissais beaucoup de gens qui me disaient, il y a quelques années, on n'a pas voté pour Erdogan, mais il faut reconnaître qu'il développe bien le pays. Les mêmes personnes, aujourd'hui, ont peur pour leur liberté et leur sécurité. Autre sujet, sans transition, vous avez été extrêmement attaqué, vous êtes souvent attaqué, mais vous l'avez été très souvent et visé ces derniers jours, principalement sur les réseaux sociaux, en tout cas, à notre connaissance, à l'occasion notamment de la réouverture de l'ouverture du procès des attentats contre les Charlie Hebdo. Je pense évidemment au journaliste Frédéric Aziza ce week-end, qui n'a pas eu... qui n'y va pas de main morte à votre égard. Hein. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, ne pas être Charlie, c'est-à-dire ne pas adhérer à la ligne éditoriale du journal, ou à minima la critiquer, cette ligne éditoriale, et dans le même temps, défendre la caricature et la liberté d'expression sans être taxé d'islamo-gauchiste ou de terroriste ou de... Je dirais qu'en théorie, oui, et en réalité, c'est difficile. Je dirais qu'à la limite, ne pas être Charlie, c'est être Charlie, puisque Charlie plaide la liberté. Donc en fait, Charlie doit aussi accepter que l'on ne soit pas Charlie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle être Charlie? Si être Charlie, c'est condamner, s'élever contre les attentats, contre le meurtre de journalistes, oui, je suis Charlie. Si être Charlie, c'est dire Charlie a le droit de publier ce qu'il veut, il y a des lois, il respecte les lois, ce sont les choix éditoriaux. Et après, oui, je suis Charlie dans le sens où Charlie a le droit de publier ce qu'il veut. Et par contre, j'ai le droit de ne pas être d'accord. J'ai le droit de ne pas acheter Charlie. J'ai le droit de critiquer. Et donc, effectivement, quand on m'attribue une responsabilité dans les attentats de 2015, dans la tuerie de 2015, parce que j'avais critiqué la ligne de Charlie en 2012, 3 ans auparavant, je dirais quelque part, alors, on aurait le droit de critiquer Mahomet, mais pas Charlie. On peut tout critiquer, sauf Charlie. C'est contradictoire. On voit bien, quand même, utiliser des morts pour régler des comptes personnels, c'est quand même pas grandiose, c'est quand même pas très beau, très beau. Et donc effectivement, je pense que on est dans une république, dans un débat démocratique, on a le droit de critiquer Boniface, on n'a pas le droit de déformer ses propos pour le critiquer, on a le droit de critiquer Charlie, mais en fonction de ce qu'ils ont dit, etc. Et donc le blasphème est autorisé en France et permis, on a le droit de blasphémer, mais une fois encore, si on accepte que l'on puisse critiquer les musulmans, l'islam, Mahomet, etc., on doit aussi permettre de critiquer ceux qui le critiquent. Et à partir du moment où c'est un débat et pas de violence. Justement, comment on sort de ce débat, comment on sort de ces caricatures qui sont faites, peut-être de part et d'autre d'ailleurs. Comment ramener la raison? Parce qu'effectivement, c'est notre job à tous, mais bon, on peut dire que quand on dit que les réseaux sociaux n'aident pas, non, parce qu'en fait, ils viennent aussi corriger. Des choses qui sont faites dans les médias mainstream, etc. Faut faire confiance dans le bon sens, remettre le métier sur l'ouvrage, continuer à débattre, à refuser les violences, à lutter contre le terrorisme intellectuel, qui consiste à vouloir interdire de débat une personne qui n'est pas mainstream, qui n'est pas, etc. Donc les opinions dissidentes sont aussi normalement permises. Et donc là, effectivement, on a vu qu'il y a eu un vrai terrorisme qui tue, qui a tué en janvier, qui a tué en plus après en novembre, etc. Et il y a un autre terrorisme qui consiste là à tuer la liberté. C'est le terrorisme intellectuel. On a vu ce week-end une autre polémique avec le tweet de la journaliste Judith Vintraube qui assimile une jeune étudiante Iman aux terroristes du 11 septembre. Là aussi, on a eu le sentiment qu'il fallait choisir son camp. C'était impossible à la fois de dénoncer les menaces de mort que subit cette journaliste du Figaro et de dire en même temps que son tweet était profondément raciste. Là aussi, c'est Judith Vintraube fait du terrorisme intellectuel. Normalement, écoutez, effectivement, les menaces que Judith Vintraube a reçues sont condamnables, inacceptables. Je suis solidaire avec elle dans ces menaces de mort. Et par contre, je trouve que son tweet était un amalgame raciste. Ça a tendance à assimiler tous les musulmans aux attentats du 11 septembre. Et donc, les menaces contre Judith Vintraube sont condamnables et son tweet est critiquable. C'est ce que vous appelez le terrorisme intellectuel. Oui, bien sûr, parce que là, effectivement, on a à choisir son camp et du fait qu'elle a été menacée, ce qui est inadmissible, elle a le droit de tout dire. Non, elle a le droit, bien sûr. Elle peut, finalement, faire cela, mais on a le droit de pas être d'accord. On a quand même le droit. Pourquoi ceux seuls qui définit ceux qui ont le droit de dire quelque chose et ceux qui n'ont pas le droit de dire quelque chose. Donc là, il y a quand même, il y a plus que il y a le terrorisme intellectuel, il y a aussi le côté un peu moutonnier. Voilà, on se dit ah bah oui, etc. Peut-être de temps en temps il faut réfléchir. Et réfléchir veut dire que Judith Vintraube a le droit de dire ce qu'elle veut, mais on a le droit de pas être d'accord.
on a le droit de la critiquer, à condition que cette critique reste une critique intellectuelle et ne soit pas une menace. J'ai une dernière question, Pascal Boniface. En quelques jours, on a vu ressurgir plusieurs polémiques, les caricatures racistes de valeur actuelle à l'endroit de la députée de la France Insoumise Danielle Obono, un ancien journaliste de ce même journal nommé chef adjoint du service politique d'Europe 1, Darmanin en début de semaine dernière qui nous a parlé d'ensauvagement, Sarkozy qui ironie sur les singes et les nègres, hier pendant le match PSG-OM, Alvaro qui a traité Neymar de macaque. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se joue? Est-ce qu'il y a une bataille qui a été perdue? Alors, malheureusement, le racisme, c'est pas nouveau. À la limite, au moins, là, maintenant, on considère que c'est inacceptable. Vous savez, moi, à mon âge, j'ai vu des propos racistes il y a 30 ans qui étaient... maintenant, on les remarque et c'était presque banal. Les blagues sur les Noirs, les Juifs, les musulmans, elles n'étaient pas très drôles il y a 30 ans. Et si on les ressortait maintenant, non, alors il y a des fois on limite un peu trop l'humour, mais je dirais que l'expression raciste est quand même à moins de place aujourd'hui qu'il y a 30 ans dans la société. Mais elle existe toujours, donc on doit s'en offusquer, elle existe toujours parce que ce qu'il y a aussi, c'est que pendant très longtemps, on interdisait à l'extrême droite la parole dans les médias. Moi, je trouvais ça regrettable parce qu'ils ont le droit à prendre la parole. On peut dire qu'aujourd'hui, dans certaines tables rondes que l'on peut voir à la télévision, la proportion de gens d'extrême droite est bien supérieure à ce qu'ils représentent dans la société. Et des fois, sur 6 débatteurs, vous avez 3 personnes très marquées à droite, voire d'extrême droite, et un type qui se dit de gauche, mais en fait qui reprend leur langage, notamment sur l'islam. Donc, et puis 2 neutres, etc. Donc effectivement, il y a un ensauvagement du débat public. Il y a un ensauvagement des médias et l'extrême droite est en train d'avancer dans la bataille intellectuelle et occupe sur la scène médiatique une importance beaucoup plus forte que ce qu'elle n'a dans le pays. Vous pointez la responsabilité des médias, mais que dire de la responsabilité des hommes, des femmes politiques? Je pense à ce tweet qui, justement, soutenait, ou en tout cas qui était solidaire à l'égard de Judith Vintraube, du ministre de l'Intérieur, Darmanin, qui dit ne pas être d'accord avec elle sur tout, mais qui, en tout cas, la soutient sur ce tweet-là, sans avoir de mots presque de solidarité vis-à-vis de la jeune Iman. S'il dit qu'il n'est pas d'accord avec elle, qu'il la soutient, c'est très bien, et il pourrait effectivement, en plus, peut-être appeler et conforter cette jeune personne qui n'a pas la surface sociale de Judith Vintraube, qui n'a pas ses réseaux, qui n'a pas ses soutiens, et qui est une jeune fille quand même un peu esseulée, et je crois qu'il mérite quand même, parce que c'est la victime, elle n'a pas envoyé de menaces sur Judith Vintraube, elle est complètement la victime, donc la vraie victime c'est quand même elle au départ, parce qu'elle subit des avanies de tous côtés, en n'ayant rien fait de critiquable ou répréhensible. À part le fait d'être musulmane, mais est-ce que c'est répréhensible? Pour certains, peut-être. Juste pour préciser la question que je voulais vous poser, c'était aussi la responsabilité de la politique de ce gouvernement. Il va y avoir une loi sur le séparatisme. Il y a une responsabilité du discours politique, de gauche comme de droite, puisque vous disiez effectivement tout à l'heure à gauche qu'une partie de la gauche reprenait les éléments de langage de l'extrême droite parfois. C'est une responsabilité centrale pour vous, cette responsabilité de la parole politique? Je crois que là, le problème de la parole politique, c'est qu'elle suit ce qu'elle croit être l'opinion, et elle confond l'opinion avec les chaînes ou certaines chaînes d'information permanente. Et donc peut-être qu'il y aurait une réflexion à ne pas se laisser entraîner dans ce type de débat qui a déjà marqué les gouvernements précédents. Finalement, réagir à ce que l'on entend sur les chaînes d'information permanente, faire une loi par rapport à un événement, etc. Malheureusement, ça fait déjà plusieurs quinquennats qu'on voit ça. Merci beaucoup Pascal Boniface.